Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h14 sur Europe 1. Bonsoir Christophe Périllat. Bonsoir Pierre. Vous êtes directeur général de Valeo. Je suis enfin heureux de vous coincer, entre guillemets, dans votre agenda, qui est un agenda de super ministre, puisque vous multipliez bien sûr les déplacements. Votre agenda est compliqué. Directeur général de Valeo. Pour situer, Valeo, c'est un des plus grands équipementiers de la planète. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équipementier ? À une époque, c'était celui qui fournissait les essuie-glaces et quelques parties de la voiture. Aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, étant donné qu'il y a beaucoup plus de software que de hardware dans la voiture. Vous fournissez 80% d'une voiture ? Oui, à peu près 80% de la valeur de la voiture. On est finalement des fournisseurs de technologie. Voilà, on est de plus en plus des fournisseurs de technologie. Vous avez parlé logiciel. Chez Valeo, on a 20 000 ingénieurs et un ingénieur sur deux est un ingénieur logiciel. Donc vous voyez qu'on est très loin peut-être de l'origine de Valeo, qui était une entreprise forte dans les domaines mécaniques. Depuis, on travaille et on est très fort sur l'électronique et en particulier le logiciel. Alors on s'est croisés, vous et moi, en avril dernier au salon de Shanghai, en Chine, le salon de l'automobile de Shanghai, qui fait 4 fois le salon d'un salon automobile européen à peu près. On a vu évidemment toutes ces marques chinoises arriver, certaines d'ailleurs un peu comme des efforts de guerre, comme des troupes envoyées au front périclite, ne durent qu'un an ou deux. Ça fait partie de la stratégie chinoise. Tant pis si une marque se casse la gueule. On a des marques qui sont soutenues par des régions. C'est pour ça qu'il y en a autant, c'est-à-dire les différentes régions de Chine. Et donc on a ce rouleau compresseur qui arrive, qui va peut-être arriver et c'est le but pour les Chinois d'arriver en terres européennes et américaines pour conquérir. Alors, est-ce que c'est une histoire de cycle? L'histoire est faite de cycles et même après 476, après la chute de Rome, il y a eu d'autres régimes et finalement c'était difficile mais on a vécu avec. Est-ce qu'aujourd'hui on doit vivre avec ce cycle qui est l'automobile chinoise qui va prendre le pas sur l'automobile européenne ou pas? On a surtout une nouvelle compétition, mais je viens pas du tout avec un esprit de défaite. Alors, l'industrie automobile européenne, elle est forte. Elle est forte de ses constructeurs. Pourquoi ? Par leur histoire, par ses volumes, par sa technologie, par la qualité de ses voitures, par le design de ses voitures, par les marchés conquis par l'industrie européenne à travers le monde depuis de très nombreuses années. Donc l'industrie européenne, elle est forte. L'industrie automobile, elle est forte également de ses 13 millions d'emplois, de ses 8% de PIB. Et vous avez raison, elle est face à une nouvelle compétition. Elle a vu des compétitions japonaises, coréennes, c'est vrai, dans les années 80, 90, dans les années 70 et coréennes dans les années 90. Exactement. Et aujourd'hui, elle est face à une nouvelle compétition qui est une compétition de nouveaux constructeurs qui sont chinois. Et si on analyse finalement ce qu'est aujourd'hui le marché chinois, et vous parliez de Shanghai 4 fois plus grand que les salons européens, c'est parce que la Chine est devenue le centre du monde de l'automobile, de par la taille de son marché. C'est 1/3 du marché mondial. Et il y a eu plusieurs phases. Nous, on est 1/3 du marché mondial. Exactement. Nous, Valeo, on est en Chine depuis 30 ans. Alors, j'ai regardé les chiffres. On s'est installé en 1994. En 1994, la production automobile chinoise était de 250 000 voitures. Voilà. Il y a seulement 30 ans. Aujourd'hui, c'est 30 millions de voitures. Donc, il y a eu la phase de la naissance, de l'extraordinaire progression du marché. Il y a eu, on l'a pas bien vu, en tout cas pour ceux qui observent de loin l'industrie automobile. Nous, évidemment, Valeo, on était au cœur de ça. Il y a eu une deuxième phase, qui est la phase des 5 dernières années, qui est une phase de la conquête par les constructeurs chinois de leur marché intérieur. Il y a 5 ans, une voiture sur 3 en Chine était une voiture chinoise. Et les 2 autres voitures sur 3 étaient des voitures de constructeurs globaux. En 5 ans, ça s'est inversé. C'est toujours 1/3, 2/3, mais maintenant, c'est 2/3 de voitures chinoises fabriquées par des constructeurs chinois et 1/3 par des constructeurs globaux. Et puis maintenant, il y a une nouvelle phase, qui est la phase de la conquête non plus de la Chine, mais de la conquête du monde. Et on le voit, déjà 6 millions de voitures sont exportées par la Chine, et puis il y a des projets qui sont des projets d'installation dans d'autres pays que la Chine. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle compétition. Et c'est pour ça que c'est une question posée à l'Europe, de savoir comment protéger, comment continuer à rendre fort son industrie automobile. C'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit, on n'a pas vu, j'avais envie de vous reprendre en disant, on n'a peut-être pas voulu voir, ou alors on n'a pas su voir comment est-ce que les autorités européennes qui aujourd'hui se retrouvent face à, effectivement, encore une fois, je prends l'image de mon rouleau compresseur, et puis je faisais des références historiques à Rome,
tout à l'heure, mais on peut faire une référence historique au fameux château fort, où on se met en haut du château fort et on balance des flèches sur les assaillants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, justement, doit faire du protectionnisme, et c'est une des spécialités, par exemple, américaines, ou est-ce qu'au contraire, on doit collaborer avec une Chine qui pourrait travailler main dans la main avec les Européens? Je crois qu'il faut se donner les moyens d'une compétition qui soit juste. Si l'industrie automobile européenne est forte, je pense aussi qu'elle peut être compétitive, pour autant que les conditions de la compétitivité soient les mêmes dans les différentes zones géographiques. C'est pour ça que je lance un appel à votre micro, un appel à l'Europe. Sur Europe 1, bien sûr. Bien sûr, l'Europe doit bouger maintenant. Ça fait 1 an que je parle de contenu européen minimum pour les voitures. On a décrit les faits, on a lancé des appels, on a fédéré également l'ensemble de l'écosystème. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut, pour les voitures qui seront vendues en Europe, il faut un contenu européen minimum. Et donc l'Europe, je pense, l'a compris. L'Europe l'a mis dans son plan de défense de l'industrie automobile qui a été publié début mars. Mais c'est lent, mais c'est trop lent. Donc on a besoin d'une Europe qui ne soit plus une Europe qui défend simplement le consommateur, mais qui défend également ses industriels pour maintenir les emplois, pour maintenir la technologie, pour garder une industrie qui soit forte. Alors vous lancez cet appel, donc c'est un appel aux dirigeants européens, aux dirigeants de la Commission de Bruxelles. Ça veut dire quoi? Réduire les normes, faire moins de normes, oublier les droits de douane. Par où on commence, Christophe Périllat? Je pense qu'il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et c'est ce qu'on a fait quand on s'est posé la question de cette compétitivité. Qu'est-ce que fait l'Amérique du Nord? L'Amérique du Nord se protège. Oui. Pour qu'un véhicule soit vendu en Amérique du Nord, donc l'Amérique du Nord au sens du marché commun d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada plus États-Unis plus Mexique, il faut qu'il y ait 75% de la valeur qui soit dans la zone, qui soit fabriquée dans la zone. Et en faisant ça, c'est pas simplement le constructeur que vous protégez, c'est tout l'écosystème, c'est tous les équipementiers, les fournisseurs de ces équipementiers, mais c'est aussi l'acier, mais c'est aussi l'aluminium. Donc c'est vraiment l'écosystème que vous tirez. Vous regardez l'Inde, qui est probablement la prochaine Chine, qui est un marché qui est en très forte croissance. Alors, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas vu, parce qu'on a l'exemple de la Chine. Si l'Inde, on ne l'aura pas vu, il faudra vraiment mieux anticiper qu'on l'a fait avec la Chine. 80% de la valeur d'un véhicule qui sera vendu en Inde devra être indien en 2030. Donc, on voit que ce contenu régional, c'est celui qui permet de protéger les emplois, parce que l'industrie automobile, elle est locale aujourd'hui. On produit en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, en Europe pour l'Europe, en Chine pour la Chine. Il y a finalement assez peu de voitures qui sont sur des bateaux. Et il faut que ça reste comme ça. Je pense que c'est bien pour que l'emploi et la croissance reste forte. La voiture aujourd'hui, telle qu'on la voit en Chine, elle est principalement électrique, même si ils font une sorte d'hybride inversé, parce que c'est plutôt un petit moteur à essence qui permet la régénération d'un moteur électrique. Nous, en France, on a eu une décision assez importante et qui a été entérinée hier, c'est la suppression des ZFE. Comment est-ce que vous voyez les choses, Christophe Périllat? C'est-à-dire que c'est un retour en arrière, c'est-à-dire que là où il y avait du projet technologique, on a vu notamment la R5 E-Tech sortir, qui est un revival des années 70, en même temps avec la technologie adaptée d'aujourd'hui. On parle beaucoup d'usines de batteries, de reproduction d'usines justement de batteries en France. C'est le cas dans le nord de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, cette décision politique est une régression? Parce que finalement, les Français vont se dire, je peux continuer à rouler avec ma voiture diesel et puis tant pis pour les voitures chinoises. Non, je pense que c'est du pragmatisme. Il faut donner du temps. L'industrie a besoin de temps pour se transformer. Chez Valeo, on travaille sur 2 axes principaux qui sont super importants pour rendre le véhicule plus acceptable pour tout le monde. C'est à la fois un véhicule qui soit moins polluant, donc c'est le véhicule électrique, mais c'est aussi l'hybride rechargeable qui est une variante très intéressante, mais c'est aussi un véhicule qui soit plus sûr, et en particulier plus sûr en ville. Vous parlez des ZFE. À 50 km/h, je vais prendre la vitesse de circulation
à peu près commune dans toutes les villes de France. À 50 km/h, si vous avez un choc entre une voiture et un piéton, dans 3 cas sur 4, le piéton meurt. 3 cas sur 4. Et les technologies pour rendre le véhicule sûr, elles existent aujourd'hui. On est même, Valeo, et c'est une fierté. Qu'on appelle communément en bon français le front assist. On l'appelle l'aide à la conduite. Oui, voilà. Et mais là, en l'occurrence, pour le piéton, c'est effectivement la voiture qui freine toute seule. Exactement, c'est le freinage d'urgence. Voilà, exactement, c'est le freinage d'urgence. On est leader mondial de ces technologies-là, donc on les connaît bien. Et on sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont de plus en plus abordables. Et donc, on peut faire cohabiter, si on le souhaite, la ville et la voiture, pour que la voiture soit non polluante et pour qu'elle soit sûre. En tout cas, ça veut dire que ce qu'on appelle les vulnérables, c'est-à-dire les piétons, c'est-à-dire les vélos, c'est-à-dire les motos, cohabitent avec la voiture. Pendant des années, on a protégé le conducteur et son passager. On a mis des airbags. Bon, il y a une actualité récente sur le sujet. On a mis des ceintures de sécurité. On a renforcé le crash, la résistance au crash des voitures. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, et encore une fois, Valeo est très fort dans ces technologies puisqu'on est leader mondial, c'est faire en sorte que les personnes qui sont autour de la voiture, ce qu'on appelle des personnes vulnérables, soient également protégées. Et ces technologies, elles existent. Vous êtes en contact avec les concessionnaires. Beaucoup disent aujourd'hui, il y a deux choses. La personne arrive, elle arrive en concession, elle sait pas ce qu'elle doit acheter. Elle demande presque la permission pour certains de est-ce que je peux encore acheter une voiture thermique, alors qu'on sait que il y a une échéance là-dessus, il y aura peut-être une clause de revoyure l'année prochaine. Et puis la deuxième chose, c'est que les voitures sont très très chères. Et est-ce que parfois vous vous dites pas c'est à cause de nous? C'est à cause de Valeo, c'est à cause de Bosch, c'est à cause des équipementiers, parce qu'il y a tellement plus d'équipements dans les voitures que du coup, elles sont devenues effectivement plus sûres, mais est-ce qu'elles sont plus chères? Et la question, c'est est-ce qu'avec le volume, est-ce que si on arrive à écouler et à vendre de plus en plus de voitures, ce qui est difficile aujourd'hui, finalement, ça va s'inverser et les voitures ne seront plus aussi chères qu'avant? Je pense, c'est le sens de l'histoire. On a mis aujourd'hui beaucoup de technologies pour la rendre non polluante, la voiture, pour la rendre plus sûre. Et puis ces technologies, avec le volume, parce qu'on est une industrie de volume, elles vont devenir de plus en plus abordables. Je vais vous donner un exemple. On a inventé chez Valeo le capteur de parking, ce qui fait bip bip dans la voiture quand vous garez. On l'a inventé il y a une vingtaine d'années. Ouais. C'était sur la série 7 de BMW. Ouais. Aujourd'hui, il y en a sur les Dacia. On a divisé le prix par 10. Voilà. Donc ça veut dire que ça arrive. C'est pas une légende. Bien sûr que ça arrive. Bien sûr. Bon, merci beaucoup Christophe Périllat d'avoir lancé cet appel sur Europe 1 et bien sûr on reparlera de l'automobile dans les jours et dans les semaines qui viennent puisque ça fait partie de notre quotidien. Culture Média bien sûr vous attend demain avec Thomas Hill, 9h30, 11h sur Europe 1 avec des tas d'invités et nous on se retrouve dans un instant pour le rappel des titres de l'actualité. 19h, 21h, Europe 1 Soir.